retrouve pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien, oui, il fut bon, je suis en congé, donc c'était week-end repos et lecture. Et j'espère également que vous avez passé de très joyeuses fêtes parce qu'aujourd'hui, à l'heure où j'ouvre le vlog, nous sommes le vendredi 27 décembre et donc Noël est déjà passé. J'espère que vous avez bien fêté ça si vous le fêtez et que vous avez été bien évidemment gâtés. Moi, c'était le cas. J'ai été bien gâtée pour ces fêtes. J'ai reçu des livres. Je pense que ça fait, waouh, je ne sais même plus combien de temps je n'ai plus reçu de livres à Noël. Donc, autant vous dire que je suis ravie. Je vais bien évidemment vous montrer ça. Mais avant, je vais vous parler de ma lecture terminée et de ma lecture en cours. Parce que la dernière fois que je vous avais pris dans le vlog précédent, et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite bien évidemment à aller le voir. Je vous le mettrai comme d'habitude dans le petit, juste là, ici, voilà. Je vous avais dit que j'étais en pleine lecture du dernier livre de Donato Carisi qui est sorti au format poche, donc La Maison aux Lumières, qui est le 3e tome de la saga de Pietro Gerber. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompée, c'est bien Pietro. Je vais vérifier quand même, hein, sait-on jamais, mais oui. Ouais, de Pietro Gerber, où en fait on suit un petit peu les... Voilà, on est dans un 3e tome, donc c'est un petit peu la suite des aventures, ou plutôt des mésaventures, hein, de cet hypnotiseur endormeur d'enfants. Alors on retrouve dans ce roman tout ce qui fait le succès de Donato Carisi, c'est une plume hyper agréable, hyper fluide. On est bien dans ce roman. Il manie à la perfection le suspense, les cliffhangers, les retournements de situation. Vraiment, Donato Carisi, c'est un écrivain, voilà, enfin, c'est incroyable ce qu'il fait. Je trouve que tous ces romans, c'est des romans qui se dévorent, ça fait véritablement le taf. La seule chose, c'est qu'arrivé à la fin de ce 3e roman, je reste avec beaucoup plus de questions que de réponses. Le 2e tome s'était terminé sur un cliffhanger où on se doutait qu'un personnage du 1er opus allait réapparaître dans ce 3e tome, vu comment le 2e se terminait. Et en réalité, on aborde voilà, ce cliffhanger au tout début du roman. Et puis ensuite, l'histoire se passe complètement ailleurs, quoi. On ne revient plus là-dessus avant la fin du roman, où de nouveau un cliffhanger avec ce même personnage. Et je trouve ça un peu dommage en fait d'avoir utilisé ce stratagème. J'aurais bien aimé en fait, vu comment le tome 2 s'est terminé et vu comment le tome 3 s'est ouvert, je m'attendais à ce que on continue sur cette lancée. Or là non, on est allé sur une toute autre thématique, sur une toute autre enquête, entre guillemets. Et cette enquête-là, arrivée à la fin du roman, je ne la trouve pas... En fait, pour moi, elle n'est pas conclue. On sent qu'il y a encore des éléments qui sont restés en suspens pour un potentiel 4e tome. Et en fait, je trouve ça juste dommage de ne pas quand même avoir conclu cette enquête et peut-être éventuellement à la fin, en fait, nous faire un cliffhanger comme quoi on croyait, tout comme Pietro, que l'enquête était terminée et puis au final, non, parce qu'il y a du rebondissement. Et ça, je pense que ça aurait été vraiment génial plutôt que de pseudo-conclure l'enquête, nous faire comprendre qu'elle n'est pas terminée et puis ensuite partir sur la conclusion de ce roman. Voilà, donc je trouve que l'histoire globale, c'était prenant, c'était divertissant, c'était intéressant. Bref, c'est un livre de Donato Carisi, donc bien évidemment que c'était très agréable à suivre. Mais clairement, là, après 2 tomes, donc le tome 2 et maintenant ce tome 3, où, arrivé à la fin, on n'a pas toutes les réponses à nos questions, il y a trop de suspense qui est en cours. En fait, trop de suspense tue le suspense, quoi. Et là, j'espère vraiment que le 4e tome, j'espère déjà qu'il y en aura un, je crois que oui, vu la fin de ce 3e tome, mais j'espère surtout que on va enfin avoir des réponses à nos questions qui traînent quand même depuis potentiellement la fin du 1er volume, quoi. Donc, voilà pour un peu mon avis sur le Donato Carisi. Je trouve que c'était un livre, voilà, c'est mon auteur préféré, donc bien évidemment, c'est un livre que j'ai apprécié. Mais là, clairement, je commence un peu à en avoir marre des questions laissées en suspens, je commence un peu à en avoir marre du suspense et j'ai envie d'avoir des réponses et j'ai envie d'avancer, en fait. Parce que voilà, le sort s'acharne un petit peu sur ce pauvre Pietro et
qu'on lui foute un petit peu la paix, quoi. Enfin, en tout cas, que le pauvre puisse dormir un petit peu sur ses deux oreilles et qu'il ne soit pas tenu en haleine, tout comme nous d'ailleurs, pendant des années et des années et des pages et des pages. Donc, bonne lecture, avec cependant un ou deux points un petit peu plus mitigés que par exemple Le Chuchoteur, hein, qui est mon livre préféré, vous le savez, ou alors Le Tribunal des âmes, qui est mon second livre préféré de l'auteur. Ça reste agréable, mais on n'est pas dans un roman aussi abouti, aussi terminé, aussi concluant, aussi passionnant, et un roman que j'ai apprécié autant que les deux que je viens de vous citer. Donc sur Livre Addict, si je ne dis pas de bêtises, je lui ai mis la note de 15. Oui, c'est ça, de 15 sur 20, parce que bonne lecture, il y a pas mal de points positifs, mais voilà, je vais pas vous refaire l'histoire, je vais pas vous redire mon avis, je pense que tout a été dit ici. Donc voilà pour le livre que j'ai terminé, je l'ai terminé hier, hein. Mine de rien, il y avait quand même une partie de moi qui n'avait pas trop envie de le dévorer rapidement. Je pense que je l'ai commencé lundi, il me semble, si je dis pas de bêtises, et je l'ai terminé hier. Donc bien évidemment, donc hier on était mercredi, ou alors je l'ai commencé dimanche, je sais plus. Je sais plus, mais j'ai quand même mis, on va dire, 3-4 jours à le lire, sachant que je suis en congé, je suis à la maison. Alors bien évidemment, oui, on a fait le réveillon de Noël, on a fêté Noël, etc. Mais j'avais quand même du temps pour lire. Mais j'avoue que une part de moi n'avait pas envie de le dévorer. J'ai quand même mis un certain temps à le lire. Je l'ai vraiment dégusté, en fait, parce que j'apprécie véritablement cet auteur. J'apprécie surtout sa plume, que je trouve vraiment très très belle. Et le travail de traduction, en tout cas, est très très bien fait également. Et je pense que dans mon subconscient, clairement, ma petite Noémie intérieure n'avait pas envie de le lire ultra rapidement. Donc c'est pour ça que j'ai mis quand même un certain temps à le lire. Et donc voilà, c'est tout maintenant pour mon avis sur Donato Carisi, donc La Maison aux Lumières. Mine de rien, je vous recommande hein, quand même cette trilogie, hein, donc, qui est composée de... Je vais regarder si je peux le trouver ici pour pas me déplacer. Alors, on a La Maison... Voilà, La Maison des Voix. Ça, c'est le premier tome. La Maison sans souvenir, c'est le deuxième. Et donc, La Maison aux Lumières, qui est le troisième tome, donc avec un personnage principal qui est hypnotiseur pour enfants. Et il s'appelle l'endormeur d'enfants. Voilà, je vous la recommande bien évidemment, hein. C'est une saga qui est hyper agréable, contrairement aux Chuchoteurs ou aux autres livres de Donato Carisi, beaucoup moins sanglants. C'est des thrillers, donc bien évidemment il y a du suspense, il y a parfois de l'action, parfois, je sais plus s'il y a des morts, je pense, je sais plus. Mais en tout cas, c'est pas violent et c'est pas sanglant comme Le Chuchoteur ou comme Le Tribunal des âmes. Je sais que pas mal de personnes ont un peu du mal avec Donato Carisi parce que c'est un peu trop violent, un peu trop sanglant et ça fait un petit peu trop peur pour ces personnes-là. Mais là, clairement, dans cette trilogie, vous pouvez clairement y aller les yeux fermés. Il n'y a rien de particulier, quoi. C'est pas du tout horrifique, sanglant ou quoi que ce soit. Donc voilà, je vous la conseille bien évidemment fortement. Qu'est-ce qui se passe là? J'arrête pas de recevoir des notifications. Ça fait, je vais dire, 1 heure ou 2 que j'ai mon téléphone, que je me dis il faut que j'aille filmer et mon téléphone était là à côté de moi. Je recevais aucun message, aucune notification de rien, de personne, ni rien. Et puis là, depuis que j'ai commencé à filmer, je vois que des notifications et des messages arriver. C'est particulièrement agaçant. Il faudrait clairement que je coupe à chaque fois les notifications quand je filme. Arrêtez les gens, je sais très bien que je suis un être exceptionnel, mais arrêtez de m'écrire, surtout quand je filme. Respectez un petit peu mon rôle d'influenceuse, n'importe quoi. Donc... Sinon, revenons à des choses beaucoup plus sérieuses, terre à terre, la lecture. Donc ici, je vous présente ma lecture en cours qui est Comment bien rater son mariage à Noël de Lucie Castel. Ça, c'est un livre que j'avais pris à l'autrice juste avant de me marier au livre à Metz en 2023. Je pense que c'était en avril 2023, le livre à Metz. J'avais vu ce livre-là et le titre m'avait bien fait rire et j'avais été voir l'autrice en disant « Ah bah tiens, c'est marrant, je me marie en juillet, donc je vais vous prendre ce livre-là pour le lire à Noël. » Et enfin bref, et voilà, donc c'est une petite romance de Noël qui parle bien évidemment de 2 personnes qui vont se marier, mais tout ne se passe pas comme prévu. Il va y avoir une épidémie alors c'est un virus ou je ne sais plus quoi, une
une bactérie qui a contaminé l'eau d'un petit village en Angleterre et du coup tous les prestataires du mariage de Scarlett et William ont été contaminés par cette bactérie et donc plus de coiffeur, plus de fleuriste, plus de personne qui lui fait sa robe de mariée, plus de traiteur, plus rien et donc il va falloir qu'il trouve des alternatives ou en tout cas des remplaçants à tous ces prestataires pour leur mariage, d'autant plus qu'ils se marient à Noël, ils ont fait venir forcément leurs deux familles, et les deux familles, bien évidemment, ne s'entendent pas bien. On a William qui est issu d'une famille aristocratique anglaise, donc la famille de Scarlett, elle est française et issue d'une famille normale, dont les grands-parents étaient pauvres, c'est des immigrés italiens qui sont arrivés en France, puis ensuite la maman de Scarlett a déménagé à Saint-Malo en Bretagne. Voilà, c'est pas nécessairement des personnes avec beaucoup d'argent et sans titre, hein. Et donc du coup, déjà entre les Anglais et les Français, c'est souvent assez compliqué, hein, les relations, c'est souvent très très tendu, mais alors là, en plus qu'il y a une différence de milieu social, je ne vous dis pas les tensions qu'il y a quand les deux familles se rencontrent, et donc tout ça va faire une énorme sauce dans laquelle va évoluer donc Scarlett, la future mariée, qui commence un petit peu à y voir partout des signes que peut-être que potentiellement son mariage n'est pas destiné à être réalisé, quoi. Et donc voilà, ils sont clairement pas au bout de leur peine, les deux amoureux, ça je peux vous le dire. Alors j'ai lu un tiers du livre, donc vous voyez, il s'en passe quand même pas mal de choses dans les 110 premières pages sur 318. Voilà, donc j'ai lu un bon tiers du livre. J'ai hâte, je vais pas mentir, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, j'ai hâte de voir un petit peu comment l'absurdité de cette situation va évoluer, comment les personnages vont s'en sortir, est-ce que le mariage va avoir lieu? Je pense que oui, bien évidemment, hein, on est quand même dans une comédie de Noël, donc normalement tout est bien qui finit bien. La seule chose, c'est que j'avoue qu'après 100 pages, je commence un petit peu à en avoir marre des personnages, parce qu'ils sont clairement tous plus insupportables les uns que les autres. Scarlett, elle est chiante, elle a plein de trucs qui se passent dans sa tête, mais elle n'arrive pas à s'affirmer face à sa famille pour dire maintenant foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille, c'est moi la mariée, c'est moi ceci, c'est moi cela. Elle est un petit peu chiante de base avec son mari et avec ses proches. La sœur, Mélie, elle est vraiment dans les airs, quoi. Son esprit est vraiment... elle part dans des délires assez spéciaux de spiritualité, de respiration au carré. Enfin bref, elle est un petit peu barrée, un petit peu... tête en l'air, ouais, elle vit dans un autre monde, quoi. Clairement, on a l'impression un monde peuplé d'esprit, de spiritualité, de trucs comme ça. Elle est vraiment spéciale. La maman, ça a l'air d'être... Enfin, ça a l'air, non, c'est une mêle-tout. Elle est incroyable, elle est accompagnée en plus de ses sœurs qui viennent de Corse, donc des caractères bien trempés, donc des Italiens, imaginez, qui ont immigré en Corse, donc imaginez un petit peu le caractère de ces personnages, bien fort, bien mêle-tout, qui se laisse pas faire. De l'autre côté, on a la belle-mère anglaise aristocrate qui bien évidemment est au-dessus de tout et de tout le monde, qui est hyper hautaine avec tout le monde, et bien évidemment Scarlett n'est pas assez bien pour son fils. William qui lui, comme... J'allais dire comme tous les mecs. Oui et non, comme dirait mon compatriote Guillaume, mais un petit peu le cliché du mec dans les comédies ou dans les romans qui ne s'implique pas du tout dans son mariage et qui laisse donc tout le poids et la charge mentale de cette préparation à sa fiancée, et elle, la pauvre en fait, qui gravite dans tout ce monde un petit peu exubérant et totalement cliché et totalement différent, et qui, je pense, elle va péter un plomb, quoi, la pauvre à la longue. Donc voilà, j'ai un peu du mal du coup avec ces personnages, ces différents caractères. Je trouve que c'est très caricatural, un peu trop caricatural à mon goût. Je pense qu'on aurait pu un petit peu mieux doser les différents caractères, les différents personnages et les situations un petit peu rocambolesques et ubuesques qui arrivent à cette famille, on va dire ça comme ça, à cette grande famille qui va se réunir pour le mariage. Donc voilà, j'avoue, je suis assez curieuse, mais il y a quand même une partie de moi qui est un petit peu tendue à l'idée de continuer ce livre.
parce que je vais pas vous mentir, mais mon palpitant ce matin, il y allait, hein, clairement, il y allait. Je lisais ça, j'étais vraiment énervée. Enfin, ouais, j'étais énervée avec les personnages, j'étais un peu mal à l'aise parfois, et voilà. Donc j'ai quand même... je suis très stressée quand je lis ce livre, je vais pas mentir. J'espère que ça va un petit peu se calmer dans la deuxième partie du livre, où il va y avoir peut-être un petit peu, un petit creux, voilà, une petite descente au niveau de la tension, des événements, des énergies, etc. que l'histoire dégage. Parce que voilà, je suis un peu entre les deux. J'ai de l'intérêt, mais en même temps, je suis... Voilà, c'est un peu trop caricatural à mon goût. En tout cas, je vous tiendrai bien évidemment au courant de mon avancée, de où j'en serai, si je le continue, si je le continue pas. J'avoue qu'il y a une ou deux fois... L'idée d'abandonner cette lecture m'a un petit peu traversé la tête, mais je vais essayer de m'accrocher, je vais essayer d'au moins encore lire 50 pages pour arriver plus ou moins à la moitié, et puis on verra si on part sur un abandon ou pas. Mais voilà, donc en tout cas pour mon avis sur ma lecture en cours, qui est du coup donc Comment bien rater son mariage à Noël de Lucie Castel. Alors oui, petite précision. En fait, c'est un tome 2. Et ça, je ne le savais pas, ni au moment où je l'ai acheté, parce que l'autrice ne me l'a pas dit, et ni, enfin, à aucun moment, quoi. Je me suis rendu compte que c'était un tome 2. J'ai seulement remarqué ça au début du livre, quand elle faisait référence, en fait, à leur rencontre. Donc du coup, là, j'ai été voir sur Livre Addict, j'ai été ajouter mon livre sur Livre Addict, et j'ai remarqué que, bah oui, effectivement, c'est un tome 2. Et en fait, le tome 1 s'appelle, Pas si simple, tout simplement. Et c'était noté sur la couverture, mais j'avais pas fait le lien, ou en tout cas, j'avais pas compris que c'était la suite de cette histoire. Et donc, j'ai appris que dans le tome 1, on suit, donc toujours à Noël, hein, une comédie également de Noël, donc la rencontre entre Scarlett et William qui vont... Du coup, je vous ai spoilé, hein, mais bon, on se doute bien que tout est bien qui finit bien dans ce genre d'histoire. Donc voilà, dans le tome 2, en tout cas, ils se marient. Donc voilà pour ma lecture en cours. Alors, sinon, je vous ai dit, à Noël, j'ai reçu des petits livres et j'en suis ravie. Donc mes beaux-parents m'ont offert trois romans, en fait 4, mais un c'est pour mon mari et moi. Je vous le présenterai peut-être dans le prochain rush ou quoi, pour pas tout vous dévoiler d'un coup et avoir quand même encore des choses à vous dire d'ici la fin de la semaine et la conclusion de ce vlog, hein. Je fais durer le suspense. Moi aussi, tout comme Donato Carisi, je deviens pro dans la gestion des cliffhangers. Mais moi, en visio. Alors, sinon, j'ai reçu donc 2 bouquins de la part de mes beaux-parents. Le premier, c'est le premier tome de la saga de Lady Helen. Donc ici, le club des mauvais jours de Alison Goodman. Je vais vous lire le résumé, mais ici, en fait, on est dans une fantaisie qui est inspirée de l'univers de Jane Austen. Alors je sais plus trop où j'avais entendu parler de cette saga, je sais que c'était dans des vlogs sur YouTube, mais je pourrais plus vous dire de quel vlog, de quelle personne, de quelle booktubeuse, aucune idée. Mais en tout cas, je me souviens qu'elles avaient pitché, qu'elle avait plutôt pitché cette saga en disant ça. Voilà, c'est un roman fantasy à la un petit peu inspiré de Jane Austen. Et du coup, forcément, il y a eu le mot magique, ou en tout cas un des mots magiques qui fonctionne très très bien avec moi, Jane Austen, la période 19e siècle, début 19e siècle, qui me plaît énormément, sans doute à Londres. Oui, ça se passe à Londres. Donc voilà. Donc ça faisait quand même un bon bout de temps que ce livre était dans ma wishlist. En tout cas, je me demande si ça fait pas 3 ans. Je pense que ça doit être au début de l'ouverture de mon compte Instagram, donc dédié à la lecture, donc Un air littéraire, hein, comme le même nom que cette chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram d'ailleurs, je vous invite bien évidemment à aller me suivre. Voilà, donc j'ai ouvert ce compte en février 2021. Donc ouais, là on est en 2025, bon, ça va faire 4 ans. Donc je pense que c'était à ce moment-là que ce livre a rejoint ma wishlist. Et voilà, je l'ai enfin. Donc, de quoi ça parle? Londres, 1812. Lady Helen Wrexhall fait son entrée dans le monde. Elle rencontre alors le sulfureux Lord Carlston. Il est membre du club des mauvais jours, une police secrète chargée de combattre des démons qui ont infiltré la société.
Lady Hélène acceptera-t-elle de renoncer à ses privilèges et de basculer dans un monde terrifiant? Le premier tome d'une trilogie fascinante entre romance à la Jane Austen et fantaisie noire. Voilà, donc le résumé me fait grandement envie. C'est vrai que les romans de fantasy, je vous en ai pas beaucoup présenté sur cette chaîne, mais c'est quand même un genre que j'aime bien. Alors de temps en temps, hein, c'est pas des livres que je lirai toutes les semaines non plus, mais de temps en temps, j'aime bien me plonger dans des romans fantasy. Et là, ben voilà, mélangé à Jane Austen, Londres, 19e siècle. C'est vraiment la période parfaite pour moi, donc j'ai hâte de découvrir ça. C'est une trilogie, oui, je l'ai dit. Premier tome d'une trilogie. Donc voilà pour mon premier cadeau. Ensuite, deuxième livre que l'on m'a offert, c'est un livre de Kate Moss, Sépulcre. Alors Kate Moss, je vous en ai parlé dans ma vidéo présentation, donc ça fait quand même un bail que je vous en ai parlé. Je vous mettrai d'ailleurs la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. Je vous avais présenté en fait dans ma vidéo présentation quelques livres qui me définissaient de différents genres que j'appréciais énormément. Le livre peut-être préféré de ce genre-là. Et je vous avais présenté pour tout ce qui était roman historique le livre Labyrinthe de Kate Moss, qui était un livre donc à double temporalité qui se passe notamment dans le passé, dans la période où les Cathares ont été persécutés. Et ça avait été un énorme coup de cœur ce livre-là quand je l'avais lu. Et c'est vrai que Kate Moss, j'ai lu un de ses autres livres, je pense que c'est La Cité de Feu ou La Cité des Larmes, je sais plus exactement, je vous mettrai le titre juste ici. Il y a quelques années, j'avais lu ce livre-là, et c'est vrai que Kate Moss est une autrice que je trouve... en fait, j'aime bien me plonger dans ces livres-là, je passe à chaque fois à un bon moment, je trouve que c'est extrêmement bien écrit, les personnages sont bien travaillés, l'histoire est souvent très bien détaillée, elle retranscrit plutôt très très bien le contexte historique, on est bien plongé dans l'histoire, c'est assez palpitant, assez mystérieux et à chaque fois on a envie d'en savoir plus, c'est vraiment très addictif. Et donc je sais que j'ai la suite de cette fameuse cité de feu ou cité des larmes, enfin bref c'est une duologie il me semble, je vous mettrai également le titre du deuxième tome juste ici. Et du coup j'avais lu le premier donc, tome de cette duologie, je me demande si c'était pas en 2021 ou en 2022, donc ça remonte hein, quand même. Et je n'ai jamais sorti le tome 2 de ma palle, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Là, c'est clair que quand j'ai dû établir ma wishlist donc pour mes copines de book club, alors là, c'est long story short, hein, ce que je suis en train de vous expliquer, mais en gros, je vous l'ai expliqué dans le précédent vlog, on a fait un Secret Santa avec mes copines de book club et en fait, on s'est fait une wishlist de 10 livres qu'on a donc qu'on s'est envoyé sur le groupe et notre Secret Santa devait piocher sur cette wishlist un ou deux livres ou plusieurs hein, dans un budget donné pour donc faire notre cadeau de Secret Santa. Et en fait, mes copines de book club, hein, ces petites coquines, ont transféré cette wishlist à mon mari qui a pioché dans celle-ci pour les livres qu'il m'a offerts dans mon calendrier de l'Avent. Et mon mari a également transféré cette wishlist à ma belle famille donc pour faire mes cadeaux de Noël. Et quand j'avais établi cette wishlist, c'est vrai que je m'étais rendu compte que ça faisait un bail que je n'avais plus lu de Kate Moss. Et Sépulcre est un roman qui est depuis un bail dans ma wishlist également. Et donc je m'étais dit, bah voilà, c'est l'occasion de le sortir et ben voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai reçu un livre de Kate Moss à Noël de la part de mes beaux-parents. Alors, de quoi ça parle ? Octobre 1891. Léonie Vernier, 17 ans, et son frère Anatole quittent Paris pour le domaine de l'Accade, à quelques kilomètres de Carcassonne. Dans les bois qui entourent la maison isolée, Lénie tombe par hasard sur les vestiges d'un sépulcre wisigoth. Au fil de ses recherches, elle découvre l'existence d'un jeu de tarot dont on prétend qu'il détient les pouvoirs de vie et de mort. Octobre 2007. Meredith Martin arpente les contreforts pyrénéens dans le but d'écrire une biographie de Claude Debussy. Mais elle mène aussi une enquête sur ses propres origines. Armée d'une partition pour piano et d'une vieille photographie, la voilà plongée malgré elle au cœur d'une tragédie remontant à plus d'un siècle où le destin d'une jeune fille disparue par une nuit funeste se mêle inextricablement à une dramatique histoire d'amour. Trop bien!
Ah, il est quand même noté le deuxième volet de la passionnante trilogie du Languedoc. Donc c'est la suite de Labyrinthe, du coup. Intéressant, ça je ne savais pas du tout. Bah écoutez, je vous mettrai comme d'habitude les informations ici, mais d'après ce que je comprends, bah ouais, ça doit être la suite de Labyrinthe. En tout cas, on est dans la même région, donc Carcassonne. La même époque, non du tout, parce que les Cathares, c'est beaucoup plus tôt. Mais bon, voilà. En tout cas, on est dans un roman historique, encore une fois, avec une double temporalité. Donc, une temporalité donc fin du 19e siècle et une temporalité du 21e siècle. Donc, 1891 et 2007. Donc, hâte, du coup, de lire ce livre-là. Hâte de voir ce qu'il nous réserve, quels sont ses secrets, quelle est la tragédie, l'histoire d'amour et tout. Voilà, j'ai hâte, du coup, de m'y plonger. Alors, sinon, j'ai également reçu une BD. Ça, je m'y attendais pas du tout parce que c'était pas du tout dans ma wishlist. J'avais des BD dans ma wishlist, mais pas celle-là. Donc, mes beaux-parents ont fait preuve d'initiative et franchement, j'en suis ravie parce que j'ai reçu cette BD et je l'ai déjà lue. Je l'ai lue hier et franchement, j'ai adoré. Alors, c'est le premier tome d'une histoire en 4 tomes. Et ouais, le début était vraiment pas mal. Donc il s'agit de un putain de salopard de Loisel et Pont. Alors je sais pas, je suppose que ça doit être l'auteur et le dessinateur. Alors dans cette histoire, alors comment vous résumer cette histoire sans vous spoiler? Profitez un petit peu de ce moment ASMR pendant que je réfléchis. Alors, comment vous expliquer? En fait, on est dans les années 70, si je dis pas de bêtises. Ah, voilà. Scénario Régis Loisel et dessin Olivier Pont. Voilà. Et mise en couleur François Lapierre. Donc, effectivement, Loisel pour le scénario et Pont pour le dessin. Donc, j'avais raison. Mon intuition est bonne parfois. Alors, on est au Brésil en 1972. En fait, Max va débarquer au Brésil parce qu'il y est né. Mais sa mère a déménagé, je suppose en France ou je sais pas, mais en tout cas elle a déménagé quand il était tout petit. Et quand il a essayé de savoir qui était son père pendant des années et des années, sa maman ne lui a jamais répondu, ne lui a jamais révélé l'identité de son père. Sauf que sa maman est décédée et quand Max a fouillé dans ses affaires, il a trouvé 2 photos. Ce sont ces photos-ci, où on voit sa mère et lui et 2 hommes. Et donc, il se demande, bah tiens, pourquoi ma mère a gardé ces 2 photos-là? Et bah potentiellement, si elle les a gardées, c'est parce que l'un d'eux est mon père. Et donc, il va retourner au Brésil pour essayer de trouver la trace de son papa, savoir qui est son père. Est-ce que c'est le monsieur de cette photo-là ou le monsieur de cette photo-là? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils sont toujours en vie? Etc. Donc voilà, on va vraiment avoir une recherche de ses origines, de son identité de la part de Max. Et il va faire en même temps connaissance de 3 filles d'un groupe de copines. Alors c'est... Donc on a Christelle, Charlotte et Corinne. Et donc il va faire connaissance de ces 3 filles-là. Et en fait Christelle et Charlotte sont infirmières. Et elles ont trouvé grâce à Corinne un poste d'infirmière dans un dispensaire en plein milieu de la jungle où en fait le médecin qui y réside à l'année doit rentrer en Belgique. C'est un Belge, c'est De Groot qu'il s'appelle une fois. Et donc pendant que ce médecin s'absente, c'est elles qui vont prendre le relais au dispensaire. Ce dispensaire est situé en plein milieu de la jungle. Et souvent, elles doivent intervenir dans un camp de travail en fait où des personnes voilà, coupent du bois, ils vivent à l'année, enfin bref, où il y a un camp où des gens y travaillent, etc. Et elles doivent donc souvent y intervenir. Et en fait, avant de partir, le médecin va trouver sur la route une jeune fille qui a été blessée par balle. Il va ramener la fille donc au dispensaire, va la soigner avec l'aide des 2 infirmières et puis ensuite il va laisser cette fille au bon soin des 2 infirmières pendant que lui, il doit partir prendre son avion pour rentrer en Belgique. Et quand les deux infirmières reviennent de leur visite au camp où elles ont dû soigner des blessés,
elles vont remarquer que la présence de cette jeune fille qui a été blessée par balle dans l'infirmerie ne va pas plaire à tout le monde et va s'en suivre quelques petites aventures. Voilà, je pense que le résumé que je viens de vous dire vous en dit un petit peu, mais pas trop non plus pour ne pas vous spoiler, pour laisser un petit peu le mystère planer. En tout cas, on sent qu'il y a pas mal de secrets, il y a pas mal de choses qui n'ont pas encore été révélées dans ce premier tome. Ça termine bien évidemment sur un petit cliffhanger, hein. Je vous en dis pas plus, bien évidemment, pour vous laisser le suspense, le mystère et l'histoire entière si vous voulez le découvrir. Mais en tout cas, c'est donc une BD qui prend des... Enfin, c'est un thriller en fait qui a été mis en BD. Et franchement, je trouve que l'histoire est passionnante. Là, donc, j'ai lu que le premier tome. Je n'ai pas le tome 2, je n'ai pas le tome 3 et je n'ai pas le tome 4 dans ma palle. Et je peux vous dire que c'est très difficile de ne pas les avoir parce que quand j'ai eu terminé hier ce tome 1, quand je l'ai terminé, je n'ai eu qu'une envie, c'est d'enchaîner avec le tome 2 et d'enchaîner en fait sur toute la saga pour connaître le fin mot de cette histoire, savoir voilà, qui est le papa de Max, pourquoi il y a autant de mystères autour de certaines personnes, qui sont ces personnes, sont-elles des personnes gentilles, sont-elles des personnes méchantes et que va-t-il arriver aux infirmières et à cette patiente hein, qui a été recueillie. Voilà, je trouve que le suspense est bien mené, il y a pas mal de suspense. C'était vraiment agréable, c'est vraiment une chouette histoire. J'avoue que je n'ai pas trop l'habitude de lire des thrillers en BD. Moi, les thrillers, c'est principalement sous forme de romans hein, que je les lis. Et là, le fait d'avoir une histoire en bande dessinée, je trouve ça assez original. C'est sympa. J'ai hâte de continuer et franchement, c'est une très chouette découverte. En plus, j'aime bien le titre. Hein. Ça y va fort, mais je pense que on va savoir pourquoi ça s'intitule de manière aussi grossière. Hein. On va la prendre, je suppose. Et je suppose que c'est une agréable appellation pour sans doute le papa de Max. Je sais pas, on verra. Je vous en dirai peut-être plus prochainement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais acheter la suite et je ne vais pas tarder à les lire. Donc en tout cas, moi, je le saurai prochainement. Peut-être pas vous, parce que j'ai pas non plus envie de vous spoiler. Mais moi, en tout cas, je le saurai assez rapidement. Et voilà, et je trouve que les dessins aussi, ils sont assez sympas. C'est pas le genre de réalisme que moi, personnellement, j'apprécie à 100%. Mais je trouve pas ça dégueu, je trouve ça vraiment... J'aime bien. J'aime vraiment bien. C'est beau, c'est agréable à lire. Je trouve que c'est bien colorié aussi. Les couleurs sont très belles. Ça se passe au Brésil, donc il y a une partie qui se passe dans la forêt. Je trouve que les teintes de vert et... j'aime bien un peu comment on appelle ça, la colorimétrie de cette BD. Je trouve ça vraiment sympa et les dessins sont quand même... sont beaux, je trouve. Voilà, c'est pas comme j'ai dit, c'est pas non plus le genre que j'apprécie énormément. Moi, je préfère les dessins en ligne claire, genre RG, Peyo, etc. C'est vraiment ça, comment dire, mes dessins en bande dessinée préférés. Mais là, un peu plus de réalisme, un peu plus de traits, de couleurs, de nuances, etc. C'est très joli aussi. Et franchement, j'ai passé un très agréable moment en lecture. Donc vraiment, si vous aimez bien les BD, si vous aimez bien les histoires, donc les thrillers, les histoires un peu mystérieuses sur les recherches des origines de sa famille, etc. Et potentiellement des histoires un petit peu douteuses hein, qui se passent au Brésil dans les années 70, bien, je vous invite fortement à vous pencher sur cette BD, donc un putain de salopard. Voilà, du coup, c'est sur ces grossièretés que je vais conclure ce premier rush de la semaine. Je vous dis donc à plus tard.
sommes le dimanche 29 décembre et c'est habillé d'un nouveau Pilou Pilou, Uniqlo cette fois-ci, que je viens continuer cette semaine de vlog. Alors oui, c'est nature peinture, hein, c'est vlog en congé, je suis pas maquillée, je viens de me laver les cheveux, donc voilà, c'est la Noémie naturelle au quotidien. Et encore, vous voyez que le haut, vous n'avez pas vu le bas et surtout mes chaussettes. Et je peux vous dire qu'elles sont magnifiques. Bref, on n'est pas là pour parler mode, on est là pour parler lecture. Et la dernière fois que je vous avais pris, j'étais en pleine lecture de Comment bien rater son mariage à Noël de Lucie Castel. Et eh ben, comme vous pouvez le voir, j'ai un marque-page qui est toujours présent dans ce livre-là. J'en suis à la page 157 sur 390 quelque chose, je pense. Ah non, rien à voir, sur 318. Et en fait, j'ai décidé d'abandonner ce livre à la moitié. Tout simplement parce que en fait je ne prenais pas de plaisir à ma lecture. Je trouvais que les personnages étaient tous plus insupportables les uns que les autres, c'était tous des caricatures d'eux-mêmes. Pareil au niveau des événements et des péripéties qui arrivent à nos personnages et surtout au personnage principal, donc Scarlett qui va se marier donc avec William, un pseudo-aristocrate anglais. En fait, c'est vraiment too much pour moi. Alors je sais pas si c'est parce que la magie de Noël est déjà passée et donc je ne suis plus dans le mood cliché et voilà de Noël, des films de Noël et des romances de Noël, mais en fait là vraiment pour moi c'était too much. Je trouvais vraiment les personnages insupportables. Vraiment, ils m'énervaient à un point monstre. Et clairement, je prenais pas de plaisir dans cette lecture. Je lui avais encore donné une chance. Il me semble que la dernière fois que je vous avais pris, j'avais lu une centaine de pages. Je me suis dit, je lis au moins le livre jusqu'à la moitié. Peut-être qu'il y aura un déclic et je verrai ensuite si j'abandonne ou si je continue. Et arrivé à la moitié, en fait, je subissais ma lecture. Donc voilà, je me suis dit, je vais l'abandonner. Donc c'est sur ce moment solennel pour vraiment valider l'abandon. Je partage ça avec vous. J'enlève le marque-page du livre. Ouais, donc malheureusement, ça ne l'a pas fait avec moi. Je trouve quand même que la plume de Lucie Castel est assez agréable. J'aime vraiment son humour. Je trouve qu'elle a un humour un peu grinçant. Le personnage de Scarlett est vraiment très drôle tout en étant insupportable. Mais voilà, c'est clairement l'histoire, c'est tellement en fait un enchaînement de clichés, de trop en fait. Vraiment, c'est rocambolesque, il y a pas une minute de répit. Et en fait, j'étais tout le temps, je vous dis, j'avais le palpitant qui pulsait en permanence. J'étais vraiment stressée et énervée lors de cette lecture. Et donc, bon, voilà, j'ai décidé de l'abandonner pour mon bien. Et aussi pour prendre tout simplement du plaisir à la lecture. Donc j'ai décidé d'enchaîner sur un autre livre et j'ai décidé de prendre un petit cozy mystery. C'est un genre que j'aime vraiment beaucoup et je n'avais plus lu de cozy mystery, si je ne dis pas de bêtises, depuis les détectives du Yorkshire. Il me semble que je dis pas de bêtises, non, j'ai pas sorti de Cozy Mystery depuis. Et donc là, j'avais fortement envie de me plonger dans une ambiance toute douce, toute agréable. Et j'ai décidé de sortir de ma palle une nouvelle saga de Cozy Mystery. Il s'agit d'un livre de S.D. Fisher, donc Funeste fiançailles, de la saga La Demoiselle et le Mousquetaire. Alors ça, c'est un livre qui a été auto-édité, donc il n'y a pas de maison d'édition, c'est l'autrice qui les a elle-même sortis. Pour plusieurs raisons, je vous invite à aller voir son Instagram d'ailleurs, où elle nous explique tout. Et en fait, j'avais rencontré l'autrice au salon Le Livre à Metz. Et en fait, quand j'étais passée devant son stand, c'est clairement la couverture qui m'avait tapé dans l'œil. Je la trouve vraiment magnifique. D'ailleurs, je vous avais parlé de ce livre-là. Bon, attendez, je vais enlever tout ce qui se trouve derrière pour éviter que ça tombe parce que je vois que je commence déjà à faire des catastrophes. Ouais, alors du coup, je m'excuse aussi pour ma voix et si je vais renifler de temps en temps, c'est pas, voilà, je sais que c'est pas très agréable, mais en fait je suis malade depuis aujourd'hui. J'ai un peu chopé la crève, donc j'ai le nez qui coule, j'ai mal à la gorge, donc voilà, je suis pas dans le meilleur de ma forme et je m'excuse du coup si je fais des bruits un petit peu désagréables avec mon nez, ce n'est pas voulu. J'essaierai de couper quand même les moments très gênants et désagréables au montage, je vous le rassure.
Donc je vous avais parlé de ce livre quand je vous avais fait mon book haul de mon retour de salon, le livre à Metz, que je vous mettrai dans le petit juste ici si ça vous intéresse. Donc j'étais passée devant je suis passée devant le stand de cette autrice et en fait la couverture avait attiré mon regard, je la trouve vraiment magnifique et elle m'avait donné en fait le petit flyers qui présente sa saga et j'avais continué en fait mon chemin avec Sophie tout en le lisant et puis au final je me suis dit attends Sophie, on va revenir sur nos pas, je vais quand même aller voir de plus près cette saga parce que ça m'intéresse. Donc en fait on est dans un... Alors elle dit que c'est une saga Cozy Mystery, mais en fait on ne retrouve pas nécessairement les codes classiques du Cozy Mystery, donc l'enquête est quand même vachement au cœur de cette intrigue. Pour moi c'est plus un roman policier à la Hercule Poirot ou à la Miss Marple plutôt qu'un Cozy Mystery, mais après bon bien évidemment les personnages principaux qui vont enquêter ce ne sont pas des policiers ou des agents des forces de l'ordre. Quoique, ici on est dans une histoire qui se passe sous le règne de Louis XIV et nos deux personnages principaux ça va être la fille d'un médecin qui s'appelle Joséphine et un mousquetaire. Donc vous voyez, un mousquetaire, on est quand même en présence de quelqu'un qui fait partie entre guillemets des forces de l'ordre, mais voilà, il n'y a pas ce côté en fait comme on a dans les différents Cozy Mystery où c'est plutôt la vie du village, la vie des personnages et l'enquête qui passe au deuxième plan. Là, il y a quand même beaucoup plus, on est beaucoup plus dans l'enquête. On va suivre Joséphine et Joséphine va constamment penser à l'enquête, au meurtre qui est survenu et elle va constamment chercher le coupable. Et bien évidemment, ici, on est en France, sous le règne de Louis XIV, donc vous vous doutez bien qu'il n'y a pas de moment vraiment cozy time, tea time, où on va manger des douceurs et boire du thé tous réunis. Là, quand ils se réunissent, c'est pour boire soit une tisane, soit de l'alcool. Donc voilà, on est loin de l'ambiance de la campagne anglaise. Mais bon, voilà. Ça coche quand même pas mal de cases du roman Cozy Mystery. C'est vraiment un roman dans lequel on est bien. Mais bon, je respecte en tout cas cette appellation, même si pour moi, c'est plus un roman policier qu'un Cozy Mystery. Bref, du coup, de quoi ce roman parle? On suit donc Joséphine qui est la fille d'un médecin et avec sa sœur Louise, elles vont être invitées à la campagne, dans un château à la campagne, parce que leur meilleure amie d'enfance se fiance à un baron et donc elles sont toutes les deux invitées à la fête de fiançailles. Leur père ne peut pas les accompagner et donc elles vont être mises sous le chaperonnage du papa de leur meilleure amie qui se fiance. Elles vont être accueillies donc dans la famille du futur baron et en fait les rênes du domaine est tenue par la maman du fiancé qui est une dame quand même relativement exécrable qui a d'ailleurs renié son premier fils qu'il a déshérité parce qu'il menait pas la vie dont elle souhaitait pour lui. Et quand celui-ci, donc son fils aîné, va apparaître au repas, un repas du soir, et qu'elle va s'apercevoir que son deuxième fils, donc le futur baron et le fiancé, l'a invité et l'a convié pour la fête des fiançailles, elle va péter un plomb. Elle va vraiment pas être contente de voir ce fils réapparaître dans leur vie. Et cette dame, elle va, bien évidemment, être assassinée, elle va être empoisonnée. Et elle va être empoisonnée, mais on ne sait pas comment elle a pu ingurgiter ce poison. Et donc, Joséphine va se mettre en fait à la recherche du meurtrier. Nous sommes ici dans un château, donc en pleine campagne française, et ce château va être bloqué par la neige parce que le mariage se passe, je pense, en février, quelque chose comme ça, enfin bref, en hiver. Et il neige énormément et donc tous les convives vont se retrouver bloqués, ils ne vont pas pouvoir partir du château. Et donc on est là ici dans un huis clos un petit peu à la Agatha Christie. Et Joséphine donc va enquêter sur ce meurtre et elle va être accompagnée, comme il est noté ici dans le résumé, par le très séduisant et très insupportable Jérôme de Faucon de Montessan, comte et mousquetaire de sa majesté. Et il va avoir une toute petite romance, mais alors vraiment là on est au tout début, aux prémices de la romance entre Joséphine et ce mousquetaire. Alors, c'est un roman que j'ai commencé du coup hier et je l'ai terminé aujourd'hui. Honnêtement, je l'ai trouvé ultra addictif. Je n'ai pas pu le lâcher. Je trouve que c'était une histoire originale pour un roman
policier slash cozy mystery. Il y avait une grosse part d'historique, hein, parce qu'on est on est dans le passé, on est sous le règne de Louis XIV. Donc, Louise et Joséphine font partie de la bourgeoisie, mais elles sont invitées dans une réception qui est organisée par des nobles, et donc il y a toute cette explication un petit peu de comment fonctionne la haute société française à cette époque, avec les mousquetaires, les comtes, les barons et les différentes personnes issues de la noblesse et également de la bourgeoisie. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant et très original. Je trouvais également que le fait d'avoir pris comme personnage principal Joséphine, qui est fille de médecin, c'est une demoiselle qui a quand même un fort caractère, qui se laisse pas faire par les lois, les us et coutumes de cette époque. Elle est très progressiste dans ses idées et dans sa manière d'agir, donc c'est assez chouette d'avoir un personnage principal fort. Et bien évidemment le comte, hein, qui est un petit peu certes stéréotypé parce qu'il est beau, il est séduisant, il est mystérieux, il est très gentil, il est galant, il a toutes les qualités ce monsieur, peut-être un petit peu hautain, mais bon voilà, c'est parce que c'est un conte, hein, quand même. Donc j'ai trouvé ce duo très intéressant. Et également au niveau de l'enquête, alors on n'est pas non plus sur une enquête policière qui va révolutionner le genre, hein. On sent que l'autrice aime bien Agatha Christie et qu'elle s'inspire de la reine du crime pour écrire ce roman. Mais franchement, je trouve que l'intrigue est bien menée, il y a pas mal de suspense. En fait, on doute de tout et de tout le monde constamment à travers le livre, même quand Joséphine découvre des indices sur certains personnages, on se dit « Ah mince, j'aurais pas cru que ce personnage aurait pu être innocenté », mais après on remarque que cet indice a peut-être été faussé, et donc du coup on retombe dans le doute, et si au final c'était quand même lui, enfin bref, il y a vraiment un doute permanent sur tous les personnages tout du long de l'intrigue, et moi personnellement je me suis pas du tout attendue au dénouement final, et l'identité du coupable m'a fortement surprise. Je me suis vraiment laissée bercer par ce roman, j'ai pas essayé de jouer à ma Hercule Poirot, je me suis vraiment laissée porter et c'était très agréable. S'il y a un petit reproche que je devrais faire à ce livre, c'est que très souvent l'autrice a tendance à répéter énormément de choses. Par exemple, donc la mère, hein, du fiancé, la baronne, a été empoisonnée et en fait pendant très longtemps Joséphine va croire que le poison a été mis dans son verre lors du repas. Et donc elle va tester plusieurs fois pour voir si c'est possible en fait de mettre à l'insu d'une personne lors du repas du poison dans son verre. Elle va faire l'expérience et l'expérience va capoter. Et donc ensuite, quand elle va de nouveau réfléchir à l'identité du coupable, elle va dire « Donc le poison n'a pas pu être mis dans son verre pendant le repas parce que je l'ai bien remarqué, en faisant mon petit test, j'ai échoué ». Et en fait, quelques pages plus tard, elle va de nouveau penser à comment la baronne a pu être empoisonnée. Elle va dire oui, mais c'est sans doute pendant le repas. Mais non, ce n'est pas possible que ce soit pendant le repas parce que j'ai fait une expérience et cette expérience a capoté. Puis ensuite, quelques pages plus tard, ah mais il y a toujours ce problème, comment a-t-elle été empoisonnée? Et si c'était pendant le repas tout de même? Mais non, ce n'est pas pendant le repas parce que j'ai fait l'expérience et l'expérience a complètement capoté. Pareil par rapport aux mousquetaires, hein, qui s'allient à elle pour enquêter. Plusieurs fois, quand elle parle de lui, elle dit « Oui, c'est un comte et mousquetaire de surcroît, il fait partie de la noblesse, et donc moi, en tant que bourgeoise, il ne s'intéressera pas à moi parce que je fais partie du bas peuple. » Quelques pages plus loin, « Ah, ce comte, il ne fait pas attention à moi parce que pour lui, je ne suis rien, je ne suis qu'une fourmi qui fait partie du bas peuple parce que lui est un noble et de surcroît un mousquetaire. » Voilà, donc il y a quand même pas mal de formulations, pas mal de pensées, pas mal d'éléments qui reviennent assez souvent. Donc c'est assez... Je vais pas dire perturbant parce que j'ai quand même dû attendre 3-4 fois pour me rendre compte que, mais enfin, ça fait déjà 4-5 fois qu'elle le répète ça, pourquoi elle fait ça, et en fait c'est des expressions, ou en tout cas des pensées qui reviennent une dizaine de fois, je vais dire, à travers le roman, donc ça a un côté quand même assez perturbant en un sens. Alors comme on suit quand même Joséphine, et qu'on suit ses pensées, même si le roman n'est pas en jeu, hein, mais on est constamment avec Joséphine et on suit très souvent ses pensées,
c'est clair que c'est très fidèle à la réalité. Très souvent, quand on est sur un problème, un dilemme ou qu'on essaye de résoudre un mystère, on répète souvent la même chose, on doute de soi, donc du coup, on se répète peut-être les mêmes mantras pour dire « mais non, c'est pas possible, c'est pas cette solution, on l'a déjà vu 1000 fois, machin, bidule, chouette ». Donc c'est très réaliste d'un point de vue pensée, mais c'est très perturbant par écrit, parce que là, on est quand même dans un roman, et voilà, c'est un peu la seule chose, entre guillemets, qui m'a fait tiquer, pardon. Sinon, à part ça, voilà, j'ai trouvé que c'était un roman très agréable. L'enquête n'est pas, comme je l'ai dit, n'est pas surprenante à 100%, c'est quand même assez classique, mais c'est bien mené, c'est bien écrit, le suspense est bien géré, l'identité du coupable, je vous l'ai dit, moi, elle m'a totalement surprise, pardon. Franchement, pour moi, ça a été une excellente lecture. Je l'ai vraiment dévoré. J'ai vraiment été agréablement surprise par ce roman. Et honnêtement, je vais aller commander le tome 2 incessamment sous peu. C'est clair, je vais me le prendre sur Amazon. Il est disponible sur Amazon et également en téléchargement pour Kindle, si ça vous intéresse. Voilà, parce que c'est vraiment une saga que j'ai envie de continuer. J'aime bien le duo, Joséphine et le comte, hein, le mousquetaire. D'autant plus que à la fin, on soupçonne une petite romance qui pointe le bout de son nez. Donc, j'ai envie d'en savoir plus et surtout j'ai envie de voir où cette petite romance va les mener parce que c'est deux personnages qui sont très intéressants et moi je n'ai qu'une envie, c'est qu'ils finissent ensemble. Donc voilà, je suis assez curieuse de voir la suite de leurs aventures. Et honnêtement, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, moi j'ai souvent un a priori en fait sur les romans qui sont auto-édités. Je sais pas pourquoi, je suis complètement stupide de penser ça, mais pour moi souvent quand je pense à des romans qui sont auto-édités, pour moi c'est des romans en fait qui n'ont pas convaincu une maison d'édition et donc qui sont inférieurs aux autres livres qui sont publiés. Et c'est vrai que quand je vois des romans comme ça qui sont auto-édités, je préfère ne pas m'y intéresser par peur d'être déçue, par peur que ce soit nul, par peur que voilà, c'est complètement stupide hein, ce que je pense à ce sujet, mais voilà, c'est clair que je m'étais posé plusieurs fois la question avant d'acheter ce livre, est-ce que je me lance ou est-ce que je me lance pas? Mais en fait, j'ai appris que l'autrice donc là, elle s'est lancée dans le roman policier / cozy mystery, mais en fait, elle écrit également des romans de fantasy et elle a été déjà publiée sous un autre pseudonyme par des maisons d'édition. Et là, pour des raisons qui lui sont propres, elle a préféré donc auto-édité cette saga de Cozy Mystery et une autre saga, je sais plus le nom de l'autre saga, mais je vous mettrai le titre juste ici si ça vous intéresse également. Et au final, voilà, c'est vraiment un peu le contre-exemple et ça me prouve, enfin, c'est vraiment le livre qui me prouve qu'en fait, je suis complètement stupide de penser que les livres auto-édités sont inférieurs à des livres qui sont édités par des maisons d'édition. Et parfois, on peut vraiment avoir des très belles pépites qui sont auto-éditées, quoi. Et donc, voilà, celui-là m'a un peu prouvé que, voilà, comme je l'ai dit, que j'étais stupide. Et comme je vous l'ai dit, pardon, une chose est sûre, c'est que je vais continuer cette saga parce que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir et voilà, donc si vous êtes amateur de romans cozy mystery, de romans policiers qui se passent sous le règne de Louis XIV, bien, ou tout simplement des romans policiers qui se passent dans le passé, ben, je vous invite fortement à vous pencher sur cette saga, donc la saga de la demoiselle et le mousquetaire de S.D. Fisher, ici donc c'est le tome 1, Funeste fiançailles. Voilà pour ma lecture terminée. Alors, je sais pas trop encore quel livre je vais prendre pour continuer ma semaine. Donc, je reviendrai vers vous demain dans le dernier rush de la semaine pour vous présenter le livre qui va suivre ma lecture de ce Cozy Mystery. Sinon, moi, je vous avais parlé dans le précédent rush... Oh, il est temps que j'arrive à bout parce que là, je pense que ça se voit. Je galère un petit peu. J'ai mon nez qui est bouché. C'est désagréable. Je suis désolée si je parle un petit peu comme ça. Et si je renifle aussi. Franchement, je m'excuse. Mais sachez que c'est aussi désagréable pour moi. Donc, je vous avais parlé dans le précédent rush d'un cadeau que nous avons reçu en commun, mon mari et moi, de la part de ses parents, donc de mes beaux-parents. C'est ce livre-là, je ne vous l'avais pas encore présenté, donc j'en profite pour vous le présenter maintenant.
Donc il s'agit Le dernier thé de Maître Soho de Cyril Guély. Donc ça, ma belle-mère, c'est un livre qu'elle a lu dans son club de lecture et elle l'avait fortement apprécié. Et comme elle sait que mon mari et moi, on est fans du Japon, qu'on est partis il n'y a pas longtemps au Japon, et qu'on est assez nostalgique de ce voyage, bah elle s'est dit que c'était l'occasion et que ça ferait un beau cadeau pour nous deux. Alors, de quoi ça parle? Juillet 1853. La flotte américaine entre dans la baie d'Edo. La modernité rattrape le Japon. Mais Ibuki, une jeune femme rebelle, n'a qu'un rêve, devenir samouraï. Elle part en quête d'Akira Soho, illustre guerrier qui a délaissé la violence du sabre pour la voie du thé. Leur rencontre sera bien plus qu'un affrontement entre maître et disciple. Tous les opposent, mais les extrêmes, dit-on, finissent toujours par se rejoindre. Voie du sabre ou voie du thé. Ce conte poétique nous emporte dans le Japon de la tradition, mais aussi dans l'histoire de deux destins qui trouveront leur accomplissement. Voilà, donc là on parle de deux choses que j'apprécie énormément, du thé, vous le savez, je suis une très très grande buveuse de thé, et des samouraïs qui sont des guerriers qui me fascinent depuis toujours. Et donc voilà pour ce livre, j'aime particulièrement la petite jaquette là je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, je trouve que ça ajoute des couleurs à cette couverture et c'est assez sympathique. Donc voilà pour le fameux cadeau en commun que nous avions su avec mon mari. Et alors, j'ai un dernier livre à vous présenter et après je vous laisse parce que là vraiment j'en peux plus. En fait, il y a pas longtemps, je me suis renseignée sur plusieurs sagas que j'avais dans ma bibliothèque et j'ai remarqué que des sagas que j'avais lues quand j'étais adolescente, et ben en fait, il y a eu des tomes qui sont sortis depuis. Et j'étais pas du tout au courant, et j'ai découvert ça notamment avec Percy Jackson. Donc Percy Jackson, c'est à la base une série de 5 romans, et j'ai découvert, il y a peut-être un mois, que Rick Riordan avait réécrit 2 tomes, donc qui suivent les 5 tomes de la série originale. Et donc ce tome-ci vient de paraître en français, donc il est sorti en 2024 en français, en anglais il est sorti en 2023. Le tome 6. Ensuite, il y a également un tome 7 qui est sorti cette année en anglais, donc en 2024, qui sortira l'année prochaine en français. Et donc cette année, c'est le tome 6 du coup qui est sorti. Et en fait, Percy Jackson, c'est l'une des sagas que j'ai le plus kiffé quand j'étais adolescente. Et quand j'ai vu qu'il y avait un nouveau tome qui continue la saga, je ne pouvais pas passer à côté. Et donc du coup j'ai décidé de le commander, donc j'ai passé commande sur Amazon pour me le procurer, pour me procurer ce 6e tome. Alors, où est-ce que je vous lis le résumé? Oui, je pense que ça spoil pas trop. Non, j'ai pas l'impression que le résumé spoil de trop, donc je vais vous lire le résumé. Aller à la fac quand on est le fils de Poséidon, une mission presque impossible. Percy Jackson pensait vraiment en avoir fini avec les caprices des dieux, jusqu'à ce qu'il découvre que, pour être accepté à la fac, il doit rassembler pas moins de 3 lettres de recommandation divine en échange de services rendus. Et des services à rendre à l'Olympe, il y en a un paquet. Heureusement pour Percy, Anabas et Groover ne comptent pas le laisser seul. Leur première mission, retrouver un mystérieux calice supposé rendre immortel quiconque boira dedans. Donc voilà, donc on reprend les enquêtes, plutôt les aventures, pas du tout les enquêtes, pas du tout, de Percy Jackson, pour mon plus grand plaisir. J'ai hâte de voir du coup ce qu'il en est. Donc on est un petit peu sur la suite logique de la saga. À chaque fois il y a un élément magique à retrouver ou une personne à retrouver, et on va suivre du coup leur aventure dans la mythologie grecque qui s'est insérée dans notre monde moderne. Et donc j'ai vraiment hâte. Là il y a la petite Noémie adolescente en moi qui est surexcitée à l'idée de se replonger dans l'univers de Percy Jackson. Vous n'avez pas idée à quel point j'ai trop hâte. Et donc voilà, un petit roman pour adolescents qui rejoint ma palle, qui ne va pas tarder à en sortir, ça je peux vous le dire. Et voilà, je trouve ça à la fois hyper chouette que les auteurs continuent les sagas, les sagas de notre adolescence / enfance. Il y avait déjà Christopher, comment il s'appelle encore? Paolini? Oui, Christopher Paolini qui avait ressorti là il y a pas longtemps, je pense que c'est l'année dernière, un tome de la saga Eragon.
Donc c'est chouette parce que du coup c'est à la fois la nostalgie qui joue, c'est un petit peu les Madeleines de Proust, hein, ce genre d'univers qu'on a kiffé quand on était adolescent. Donc j'espère prendre autant de plaisir avec la Noémie adulte que je suis maintenant, de me replonger dans cette saga. Donc on verra. Stay tuned, comme j'ai l'habitude de le dire, je vous en reparlerai dans un prochain vlog. Donc voilà pour mes réceptions, ou plutôt cadeaux slash achats. Je vais aller me reposer parce que là je vous dis je n'en peux plus et je vous dis donc à plus tard. Je vous montre quand même vite fait mes chaussettes parce qu'elles sont incroyables, je vous l'ai dit. Ce sont des petites licornes, elles sont trop belles, je suis trop fan avec leurs petites crinières fluffy. Trop fan et hyper confortable. Pilou elle aussi. Et ouais, on ne change pas une équipe qui gagne. Hello, je vous retrouve pour la clôture de ce 38e vlog. J'ai remis pour l'occasion mon petit pilou rose qui m'aura accompagné à tous ces congés. C'est tellement confortable, franchement je vous le conseille d'avoir une tenue aussi confortable que celle-là. C'est vraiment le paradis. Donc je viens vous parler de ma lecture en cours parce que comme je vous l'avais dit dans le précédent rush, j'avais terminé donc mon petit Cozy Mystery, La Demoiselle et le Mousquetaire, et je ne savais pas avec quel livre j'allais enchaîner. Et donc j'ai choisi de sortir de ma palle le 4e tome des Enfants de la Lampe Magique, Le Réveil de l'Armée Fantôme. Alors, cette saga, elle a une place toute particulière dans mon cœur. Je vous ai parlé de cette saga quand j'avais reçu le 5e tome que j'avais commandé sur un site d'occasion. D'ailleurs, je vous mettrai le vlog juste ici si vous ne l'avez pas encore vu. En fait, Les Enfants de la Lampe Magique, c'est une saga que j'avais lue quand j'étais adolescente. J'avais reçu le 1er tome quand j'avais 12 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, j'avais lu à 12, 13 et 14 ans le tome 1, puis le tome 2 et le tome 3. Et en fait, dans ma tête, cette saga était une trilogie. Et donc, une fois que j'avais lu le tome 3... voilà, j'étais passée complètement à autre chose. Et il y a quelques années, j'ai découvert qu'en réalité, ce n'était pas une saga constituée de 3 tomes, mais une saga constituée de 5 tomes. Et donc, comme les tomes n'étaient plus édités, et disponible donc à la Fnac ou bref en commande à travers les libraires. Je suis partie à leur recherche à travers les sites d'occasion et il y a, je vais dire presque peut-être 2 ans maintenant, je sais plus exactement, en tout cas quand Vinted fonctionnait encore au Luxembourg, je m'étais commandé le tome 4 que j'avais trouvé quand même en assez bon état sur Vinted et récemment donc je me suis procuré le tome 5 là en très excellentissime état à travers le site de la Fnac. Mais bref, je vous ai expliqué tout ça dans le vlog que je vous ai mis en petit, donc je vais pas répéter l'histoire. Mais donc du coup, c'est une saga que j'avais prévu de continuer. Parce que c'est vraiment, si je pense aux sagas qui ont vraiment marqué mon enfance et mon adolescence, ou en tout cas mes sagas préférées, alors bien évidemment on retrouve Harry Potter, je pense comme tout le monde, ma génération, Harry Potter a marqué bien évidemment notre enfance et notre adolescence, mais si on met Harry Potter de côté, ma saga préférée que j'ai vraiment
kiffé quand j'étais plus jeune, c'est Les Enfants de la Lampe Magique. Donc, il y a quand même une partie de moi qui était super excitée à l'idée d'avoir 2 tomes pour la continuer. Mais il y avait quand même une partie de moi qui était relativement effrayée de continuer cette saga. Et donc, ce tome 4, je l'avais quand même donc acheté, je vous l'ai dit, il y a pas mal de temps. Et j'ai vraiment traîné des pattes avant de le sortir de ma palle. Et pourquoi? Bah, c'est tout bête en fait. Je garde tellement un bon souvenir de cette saga quand j'étais jeune. Je sais très bien que c'est une saga qui est faite pour les adolescents, peut-être entre 12 et 15 ans. J'en ai 30 maintenant, ou il y a 2 ans j'en avais 28. Ah non, j'en ai 31 maintenant, donc il y a 2 ans j'en avais 29. Bon bref, vous m'avez compris, pardon. J'ai passé le cap de l'adolescence depuis bien longtemps. Et donc, ben, je me doutais bien que il y allait avoir quand même un décalage entre le moment où j'ai lu cette saga à l'âge qui était adapté et maintenant que je suis adulte. Et donc j'avais vraiment peur en fait d'être déçue. J'avais peur de trouver ça trop simple, de trouver ça trop ennuyeux, de peut-être déchanter en fait. Par rapport à la lecture, en fait, de me dire, bon, bah, en fait, c'était pas si terrible que ça, et j'avais vraiment peur, en fait, de gâcher le souvenir que j'avais de cette saga en lisant les 2 derniers tomes en étant adulte. Et honnêtement, bah, j'ai été bien bête de penser ça. Parce que, alors oui, en lisant ce livre, j'ai bien avancé d'ailleurs. J'en suis à la page 231. Voilà, j'ai lu tout ça. Donc 231 sur 378. Donc, ouais, il me reste 150 pages, un peu moins, 140 pages à lire. Donc, j'ai quand même bien avancé. Et en fait, bon, bien évidemment, on sent que c'est un roman qui a été écrit pour des adolescents, donc c'est gentillet, les événements s'enchaînent relativement facilement. Quand il y a des petits conflits, c'est résolu ultra rapidement. On sait très bien que ils vont rencontrer bien évidemment des obstacles, hein, sinon le livre ne serait pas aussi épais et ce ne serait pas un roman d'aventure si les héros ne rencontraient pas d'obstacles. Mais on se doute bien qu'il y a quand même un petit côté tout est bien qui finit bien, et même s'il y a des obstacles, eh bien, ils vont trouver des moyens de les contourner pour arriver à un final qui sera assez positif. En réalité, quand je pense aux 3 premiers tomes, alors oui, il y a un moment donné où il y a des petites choses qui se passent qui contrarient un petit peu nos héros, mais en fait, ils trouvent quand même toujours une solution, soit pour relativiser, soit pour voir les choses de bon côté, ou soit tout simplement pour tirer du positif de cette situation. Et donc, on se doute bien que là, ça va être la même chose. Et oui, c'est écrit de manière très très simple. C'est pas non plus... voilà, c'est pas de la grande littérature, c'est pas des envolées de phrases, c'est pas des envolées lyriques, c'est pas de l'utilisation de vocabulaire extrêmement pointu. Mais honnêtement, ça fait vachement le taf. Et j'ai été vraiment très bête. Enfin, je me comprends en fait d'avoir ce sentiment de ne pas vouloir gâcher un bon souvenir que j'ai d'une saga qui a marqué mon enfance. Mais je suis vraiment contente de voir en fait que j'ai été bête de penser ça. Parce que franchement, ça m'aurait fait tellement mal au cœur si j'avais lu ce tome 4 et que j'avais trouvé ça complètement nul. Franchement, je pense que j'aurais vraiment eu ma petite Noémie en moi qui aurait été genre « Oh mon Dieu, ce souvenir est gâché !» Et j'aurais vraiment été... Ouais, j'aurais eu un truc inside, vraiment qui m'aurait... Vous voyez, comme un petit coup de... Alors je vais pas dire un petit coup de couteau en plein cœur parce que ça tue quand même les gens, mais peut-être un petit cure-dent, un petit coup de cure-dent en plein cœur qui m'aurait vraiment fait mal. Et du coup, il y a la petite adolescente en fille en moi qui est hyper excitée en fait à l'idée de continuer sa saga préférée et qui est également hyper excitée que l'adulte, l'emballage adulte d'elle apprécie véritablement cette lecture. Voilà. Ce que j'aime bien aussi dans Les Enfants de la Lampe Magique, donc c'est un roman d'aventure où on va suivre en fait des faux jumeaux, John et Philippa, qui vont apprendre à l'âge de 12 ans qui sont des djinns. Donc des djinns, c'est l'équivalent des génies, hein, comme dans Aladdin. Et donc, ils vont apprendre comment maîtriser leur pouvoir de djinn, comment vivre dans ce monde qui est nouveau pour eux, donc ce monde où il y a de la magie, des méchants, des gentils, et également toutes les règles
qui régissent l'univers des djinns, parce que bien évidemment, avec leur pouvoir, ils peuvent pas faire n'importe quoi, ils appartiennent à un clan, ce clan a certaines règles, etc. Et donc, ben, on va suivre, en fait, c'est un peu le style d'aventure et de roman initiatique, hein. On va découvrir dans le premier tome qu'ils ont des romans, et au fur et à mesure des tomes, eh ben, on va découvrir, en fait, un petit peu ce monde et suivre des aventures avec eux. Et en fait, à chaque tome, il va se passer des péripéties, ils vont devoir sauver le monde ou sauver quelqu'un en particulier. Et pour ce faire, ils vont traverser le monde. Je me souviens que dans les résumés du 1, 2, 3, il y avait très souvent une formule que j'ai d'ailleurs repris dans pas mal d'introductions de travaux à l'université et dans mes mémoires. C'est de Paris à New York en passant par l'Italie, Venise, Katmandou, Pékin et Tokyo, John et Philippa vont devoir se serrer les coudes pour parvenir à vaincre le mal, enfin bref. Et en fait, à chaque fois, John et Philippa, donc les jumeaux, vont devoir traverser le globe, et donc ça va être à chaque fois de Londres à Singapour, de Singapour à je sais pas, j'ai pas d'autres villes en tête qui me viennent comme ça, à Mexico, en passant par le pôle Nord et la Belgique une fois. Voilà. Et en fait, à chaque fois, ils vont vivre des aventures, ils vont traverser le globe. Et on va parler énormément de la culture des lieux, ou de... Enfin, il y a vraiment pas mal d'explications culturelles, historiques ou artistiques à travers les romans. Donc bien évidemment, c'est des explications très très simples, c'est des gros raccourcis. Mais par exemple, dans le premier tome, on va parler de la culture égyptienne, parce qu'ils vont combattre un pharaon, l'esprit d'un pharaon. Dans le deuxième tome, je pense que c'est le cobra de Katmandou. Du coup, ils vont aller... en Inde, au Népal, etc. Et on va en apprendre un petit peu plus également sur cette culture. Et en fait, à chaque fois, dans ces romans, en fait, on va voyager, on va découvrir des nouvelles cultures, on va découvrir des nouvelles histoires avec un grand H. Voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant, ça a un côté, moi, qui m'a toujours plu. C'est peut-être pour ça que quelques années plus tard, j'ai fait Histoire de l'art. Parce que j'avais fortement apprécié en tout cas toutes ces petites explications historiques, artistiques et culturelles qui sont disséminées par-ci par-là dans ces romans. Et là, encore une fois, ils vont à Venise et à... Alors, ils font référence à un monastère qui est à Palerme, mais là, ils le situent dans une toute autre ville en Italie, une ville totalement fictive. Mais c'est vraiment chouette, en fait, d'apprendre ça. Et là, ce qui est hyper drôle, c'est qu'en fait, en étant adulte, les petits éléments culturels qu'il insère dans son roman, je les connais. En fait, j'avais tout de suite les références, que quand il parle de Saint-Marc à Venise, du Campanile, du Palais des Doges, etc., ou de ce fameux monastère qui est situé dans la réalité à Palerme, où il y a une crypte, en fait, et où il y a pas mal de... Alors, c'est pas des momies, c'est des personnes qui ont été embaumées, etc., qui sont conservées. Il y a plus de je ne sais plus combien de personnes qui sont embaumées et qui sont placées dans cette crypte-là, et qu'on peut d'ailleurs aller visiter. C'est situé près de Palerme. Là, autant quand j'étais petite, il m'instruisait entre guillemets, autant là, dès qu'il parle d'un truc culturel, j'ai les références, et ça me fait vraiment plaisir, parce que je remarque en fait que ce qu'il met dans ses romans, c'est pas faux, en fait, c'est vraiment inspiré de la réalité, et il ne dit pas de bêtises. Et donc là, ça me fait plaisir à la petite Noémie adulte d'avoir les références du coup culturelles qu'il met dans ses romans. Donc voilà, comme vous pouvez le voir à ma tête et à mon explication, je suis extrêmement contente d'aimer ce roman. C'est vraiment un peu ma petite Madeleine de Proust, et j'ai vraiment l'impression de retourner en enfance. Et en tout cas, je passe un excellent moment. Je suis ravie de renouer et de revivre des aventures avec John et Philippa, donc les jumeaux Jean, leur oncle Nemrod, leur maman Leila et leurs différents amis. Et en fait, ce que je remarque, c'est que des années après... quand j'ai redémarré ce livre-là, en fait, bien évidemment, il y avait des personnages dont je ne me souvenais plus, mais en fait, il m'a fallu que quelques pages vraiment pour me remettre dans l'histoire, pour remettre, ah tiens, qui est qui? Ah oui, celui-là, juste, c'était celui-là, lui, machin, bidule, machin. Et donc, c'est bien pour prouver à quel point cette saga m'avait marquée quand j'étais jeune. Et en plus, je dois bien admettre que dans les premières pages du roman, P. Becker, c'est ça, ouais. P. Becker remet bien tout le contexte, il représente bien
vraiment de manière très très succincte, en une phrase, mais il remet bien qui est qui pour que le lecteur puisse se souvenir des différents personnages. Et donc là, après, je vais dire une bonne dizaine de pages, j'étais totalement remise dans l'ambiance. Je me souvenais des différents personnages, qui étaient les gentils, qui étaient les méchants, et leurs particularités aussi. Ah ouais, lui, c'est vrai qu'il parle seulement en utilisant des citations. Lui, il parle plus comme ça. Lui, c'est plutôt un bourru, lui, machin bidule chouette. Enfin voilà, voilà. Donc une chouette lecture en cours, j'ai hâte de le terminer. Alors aujourd'hui on est lundi, alors qui dit lundi dit bien évidemment petit bain, routine skincare et lecture dans mon bain, mais là il est presque 23h, donc j'ai déjà fait mon petit bain, ma routine skincare et j'ai déjà lu dans mon bain, donc tout ça a déjà été fait. Donc je pense que là je vais juste me mettre, non pas me mettre en pyjama parce que pour tout vous avouer je suis en pyjama sous mon pilou, donc je vais juste aller me glisser dans mon lit et essayer de gratter une petite heure de lecture avant d'aller dormir, parce que demain c'est le 31 décembre, donc c'est la fête du Nouvel An, et avec mon mari on part à Paris pour fêter ça avec ma copine Lucie. J'ai trop hâte, et je vous avoue j'aimerais quand même bien terminer ce livre avant de partir à Paris, parce qu'ainsi je ne dois pas l'emporter avec moi. Et potentiellement, je pourrais me glisser une petite lecture pour monter mon chiffre de livres lus de l'année 2024 à 85. Parce que là, ce livre-ci, c'est mon 84e livre. Et donc, je trouve que 85, ça pourrait être sympa. Donc, à voir. Je vais voir si j'ai le temps ce soir ou demain matin de terminer ce livre. Mais ça, vous le découvrirez dans le prochain vlog. Et voilà, c'est sur ce petit moment Madeleine de Proust et retour en adolescence que je clôture ce 38e vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ainsi qu'un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. En attendant, moi comme toujours, je vous souhaite de passer une agréable soirée, une agréable journée ou une agréable nuit, peu importe. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques, et plus précisément à l'année prochaine pour de nouvelles aventures livresques. Ciao!